Bonsoir. C'est formidable pour le Printemps des Poètes d'être à la médiathèque Françoise Sagan parce que je ne sais pas si il y a une autre romancière qui a autant mis les poètes à l'honneur. Que ce soit Bonjour Tristesse, que ce soit Dans un an, dans un jour. Enfin, vraiment, on ne pouvait pas trouver meilleur endroit, intitulé plus emblématique pour ces 20 ans du Printemps des Poètes. Lorsqu'il a été question avec Carole Médrinal d'imaginer des choses, il semblait évident que Jacques Roubaud qui était là dès l'origine, dès le spectacle d'ouverture il y a 20 ans, il y a même 21 éditions aujourd'hui, sur la scène du théâtre de l'Odéon, il est arrivé avec son petit cabas, comme il le fait toujours. Les spectateurs s'en souviennent encore parce que c'était quand même très singulier à l'Odéon, pour dire son baobab. Donc on a eu très envie de Jacques Roubaud. En même temps, ça n'est pas rien de dire oui pour Jacques Roubaud. Un soir comme ça, au débeauté, même en planifiant ça longtemps en amont. Et c'est une immense marque d'amitié, Jacques, que vous nous faites d'avoir dit oui à tout ce chambardement quand même, parce qu'il faut venir jusqu'ici. Oui. Et moi, ça me touche beaucoup parce que Jacques Roubaud est parmi les poètes qui se soucient le plus de ma santé. Et il s'inquiète toujours de mon côté surmené. Donc merci, Jacques. Une bibliothèque en plus pour le poète qui a si longtemps été au rendez-vous de la place R14 à la bibliothèque Richelieu, sous la coupole Labrouste. Il me disait tout à l'heure, j'avais oublié, R14 évidemment pour un mathématicien ça a du sens. Et quand il est poète en plus, ce sont le nombre des vers d'un sonnet. Et quand on sait qu'il a écrit Soleil du soleil, évidemment ça résonne longtemps. Tous les titres des recueils de Jacques Roubaud sont singuliers, baudelairiens parfois. La forme d'une ville, hélas, change plus vite. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. Je pense aussi à tout ce qu'il a fait pour le théâtre, le Graal avec Florence Delay. Je pense à ses recueils de fables enfantines et pas du tout enfantines aussi. Voilà, nous sommes logés, le Printemps des Poètes qui fête ses 20 ans cette année, sous l'emblème de la beauté avec Enki Bilal et Rachida Brakni. Le Printemps des Poètes est logé à la bibliothèque de l'Arsenal, qui recèle également les archives de l'Oulipo. Donc tout d'un coup, tout ça a un sens gigantissime. Donc merci d'être aussi nombreux, c'est beau cette salle comme ça, tous ensemble, pour célébrer Jacques Roubaud, que je vais confier à des mains merveilleuses, les filles du Loir, même si je me demande si confier à des belettes un poète qui a écrit « Je suis un crabe ponctuel », je ne sais pas si c'est très, très sérieux, mais allons-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Les Filles du Loir, en effet, c'est une association de lectrices et de lecteurs qui existe depuis une quinzaine d'années. Et on anime des rencontres avec des artistes, des romanciers, des poètes en librairie et puis dans un certain nombre de médiathèques de la ville de Paris. Ce soir, nous avons l'immense joie de recevoir Jacques Roubaud pour sa bibliothèque idéale. La commande est assez simple. Soumettez-nous une dizaine d'œuvres qui ont marqué votre imaginaire, votre écriture, votre œuvre. Jacques, pour vous définir en quelques mots, je vais reprendre certaines expressions qu'on a vues. Vous êtes compositeur en poésie et retraité en mathématiques. Vous avez publié de la poésie, de la prose, du théâtre, des écrits de théorie littéraire. Vous avez publié une soixantaine de titres entre Appartenance, qui paraît chez Gallimard en 1967 grâce à Raymond Queneau, et puis votre dernier ouvrage, Peut-être ou La nuit de dimanche, brouillon de prose, votre autobiographie romanesque qui est parue au Seuil en 2018. Alors si on cherche un point commun à votre bibliothèque idéale, l'une des caractéristiques, c'est que quasiment toutes les œuvres sont épuisées, sont quasi introuvables. Il nous a fallu un temps, une énergie pour les trouver. On a même demandé de l'édition à la demande. Voilà. Donc ça a été déjà toute une aventure pour réunir les textes
que vous nous avez soumis. Et vous nous emmenez en voyage à travers votre bibliothèque idéale dans le Japon de la première moitié du XXe siècle. Vous nous emmenez avec les derniers Indiens de Californie. Vous nous emmenez aux États-Unis, en France, dans la France médiévale de Christine de Pisan. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour cette aventure littéraire que vous nous avez offerte, on vous remercie infiniment. La première question, c'est sur la musique qui est passée, que vous avez pu entendre lorsque vous êtes rentré. C'est Scarlatti. Scarlatti, interprété par Scott Ross en 1985, qui enregistre au château d'Assas les 555 sonates pour clavecin de Scarlatti. Alors, pourquoi ce choix et également le canular de la 556e sonate qu'il a écrite? J'ai eu la chance d'écouter Scott Ross au moment où il débutait comme claveciniste et jouait dans un petit endroit qui s'appelait la Vieille Grille, et joué avec mon ami Pierre Luçon. Et donc, j'ai été extrêmement frappé par la qualité de son interprétation. Et donc, voilà, toutes ces sonates de Scarlatti, je les ai encore dans l'oreille. J'avais pas de... Bon. En fait, il faut le mettre. On m'entend? Oui, oui, mais rapprochez peut-être le micro. D'accord, d'accord. Si ça ne vous ennuie pas. Ça va? Et Scott Ross écrit pour France Musique une 556e sonate de Scarlatti. Personne, tout le monde y voit que du feu. Oui, absolument. Est-ce que cette dimension aussi de canular, oui, dans le choix de Scott Ross, intervient? Tout à fait. Au-dessus de nous, on a une photo, et une belle photo, faite par Man Ray, de votre idole. Et vous le dites à plusieurs reprises dans Peut-être ou La Nuit de Dimanche, Gertrude Stein et Alice en classe, votre idole Gertrude Stein, dont vous dites avoir quasiment tout lu. Oula, beaucoup. Disons, j'en ai lu beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lecture de Gertrude Stein? Bon, j'ai découvert Gertrude Stein un petit peu par hasard, et j'ai été tout de suite frappé par quelque chose qui me paraissait assez étonnant, c'est-à-dire la tranquillité avec laquelle Gertrude Stein composait, parlait et n'avait finalement pas peur de ne pas être entendue. Et donc, et en même temps, elle était extraordinairement originale et étrange. Donc, actuellement, beaucoup de gens ont entendu parler de Gertrude Stein parce qu'elle a un jour dit quelque chose qu'elle a répété plusieurs fois et qui est devenu une sorte de signature, presque une signature de Gertrude. Pour beaucoup de gens, pendant très longtemps, Gertrude Stein a été ça, et pas autre chose. Et c'est une rose est une rose, est une rose, est une rose. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'à la fois, elle a été extraordinairement connue à cause de ça, et d'ailleurs uniquement de ça, et en même temps, par la plupart des gens qui l'ont connue comme ça et qui la retiennent son nom à cause de ça, sont incapables de voir qu'il y a 3 roses. La quantité, à un moment, je m'étais amusé à repérer un peu partout les gens qui faisaient allusion à Gertrude Stein pour montrer qu'ils connaissaient Gertrude Stein et qui disaient, on connaît sa phrase célèbre, une rose est une rose est une rose. 2. Jamais 3. Et le plus extraordinaire, c'est
c'est la notice sur Gertrude Stein, je pense que c'est celle de Wikipédia, hein. Je ne suis pas absolument certain, mais elle est tout à fait remarquable et qui cite cette parole fameuse de Gertrude Stein de cette façon-là. Voilà. C'est un moyen presque, disons, parfait de savoir que quelqu'un n'a jamais lu Gertrude Stein. Premier livre que vous nous avez proposé. Les grands courants de la pensée mathématique, de François Le Lyonnais. Je présente en quelques mots. Je vous en prie. Il s'agit d'un recueil de 50 articles originaux, écrits par des personnalités aussi différentes que celle de Bourbaki, que Le Corbusier, Raymond Queneau, François Le Lyonnais évidemment, qui récolte ces articles pour reconstruire sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale un humanisme scientifique, pour interroger la mathématique au cœur de la science et au cœur de la société qu'il nous reste dans les années 1948. Alors, c'est un texte, ce sont des textes plus ou moins accessibles, même si l'effort est fait pour rendre le plus ouvert possible la mathématique au plus grand nombre. Pour commencer, je voudrais reprendre une citation de François Le Lyonnais dans son article, qui écrit: parfois comparable à celle de la musique pure, de la grande peinture ou de la poésie, les émotions que la mathématique éveille sont le plus souvent d'une nature différente, qui ne peut guère se comprendre lorsqu'on n'en a pas ressenti en soi-même l'illumination. Quelle a été votre illumination par la mathématique ? Ben, disons que le livre de François Le Lyonnais, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple, est un de ces livres qui suscite une vocation. Il suscite une vocation parce qu'il donnait la parole à des mathématiciens et la façon dont il les avait interrogés faisait que ces mathématiciens, en répondant, donnaient quelque chose qui était une motivation qui n'était pas de l'ordre de la technique, mais de l'ordre de certains mystères que la mathématique permettait de pénétrer. Alors, en plus, pour moi, ce livre a été très important pour moi, précisément pour me lancer dans l'aventure mathématique, et en particulier ce qu'au moment où j'ai commencé, je n'en avais pas conscience, mais je m'en suis rendu compte après, parce que était publié là le premier article, et d'ailleurs ça a été le seul, je pense, article où le fameux groupe de mathématiciens français qui a acquis une dimension mondiale et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui, le groupe dit Bourbaki, ils avaient accepté de répondre à Raymond Queneau et de donner un peu les motivations de leur travail, qui était de redonner de la rigueur à une discipline, leur discipline, la mathématique, qui avait un peu perdu perdu le sens de la rigueur. Alors, une autre raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple-là, c'est que François Le Lyonnais n'est pas seulement l'auteur des grands courants de la pensée mathématique. En fait, il avait mis en rapport, il avait mis en chantier son travail en interrogeant les mathématiciens, et ça lui permettait de se déplacer un peu partout dans la France occupée. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et il cachait là, il dissimulait par cette recherche un autre travail qu'il menait à la même époque, qui était le travail de résistant. Or, il se trouve que François Le Lyonnais a été arrêté par la Gestapo, et donc il n'a pu reprendre il a retrouvé son manuscrit ultérieurement, et il a été interné au camp de Dora, et à cette occasion écrit un texte extraordinaire qui s'appelle la peinture à Dora.
Dora était un camp vraiment extrêmement dur où étaient préparées les fusées que les Allemands envoyaient, que les nazis, c'est pas les Allemands pour moi, c'est les nazis, que les nazis envoyaient sur l'Angleterre. Et pour survivre, avec quelques-uns de ses compagnons de déportation, François Le Lyonnais avait engagé un groupe de discussion dans lequel ils se souvenaient. Ils se souvenaient et en particulier, ils essayaient de reconstruire par la pensée des tableaux du Louvre. Alors c'est vraiment ce texte, la peinture Dora, qui a été édité plusieurs fois. Il existe une édition, elle, tout à fait disponible aujourd'hui, heureusement. Et vraiment, et pour moi, les deux sont tout à fait liés. C'est quelque chose qui m'a aidé pour ma vocation en mathématiques, et c'est aussi quelque chose qui était pour moi un hommage à François Le Lyonnais. Alors il se trouve, et je voudrais insister sur ce point, que ce livre, Les grands courants de la pensée mathématique, a certaines analogies assez importantes avec quelque chose qui s'est produit au cours de la dernière, je ne sais pas si c'est un an ou deux, et que je ne peux que rendre hommage au journal Le Monde d'avoir, de manière régulière, publié des petits fascicules qui étaient consacrés à des grands génies mathématiques. C'était des fascicules qui, en principe, étaient prévus pour être lisibles par des non-techniciens. Ils ont réussi plus ou moins ça. Ça dépend entièrement de la façon dont c'était fait, mais c'est exactement la même démarche. C'est cette démarche extraordinaire qui permet de faire entrer dans la mathématique sans entrer dans la mathématique du point de vue technique. Voilà. Alors, on peut trouver facilement ces fascicules. Et je reprendrai une phrase de Raymond Queneau dans son article. Mais cette méthode est aussi un jeu, très exactement ce qu'on appelle un jeu d'esprit. Ainsi, la science entièrement, sous sa forme achevée, se présentera et comme technique et comme jeu, c'est-à-dire tout simplement comme se présente l'autre activité humaine, l'art. Vous qui écrivez que la mathématique est un art du langage, est-ce que vous pouvez nous évoquer ce lien entre l'art du langage mathématique et la poétique? Oula. Non, à vrai dire, j'ai disons une position un peu particulière par rapport à cette question, puisqu'il se trouve que je suis quelqu'un qui s'est occupé de poésie pendant toute ma vie et qui, pendant beaucoup d'années, s'est également occupé de mathématiques. Donc j'ai pratiqué en fait les deux activités. Et pour moi, il y a absolument rien à voir entre la mathématique et la poésie. Ils sont vraiment à deux pôles opposés des activités. Disons que ce qui diffère, qui fait à mon sens vraiment la marque la plus nette de cet écart, c'est la chose suivante. Si vous me dites, je vous dis un poème, et vous me demandez, qu'est-ce que dit votre poème? Ben, je ne peux pas répondre à ça, sinon je vous redis le poème. Voilà. Et si ça ne va pas encore, je peux bien le dire une troisième fois. Autrement dit, mon idée, c'est que, d'une certaine manière, on peut poser à un poème des tas de questions savantes et importantes. Parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas, on peut vous les expliquer, on peut expliquer comment c'est fabriqué, comment les vers sont, etc. Mais essentiellement, un poème n'est pas paraphrasable. On ne peut pas le paraphraser. En revanche, si je vous présente le théorème de Pythagore, enfin un théorème que tout le monde a abordé dans sa scolarité éventuellement, eh bien, il existe un nombre incalculable de fois, de manières différentes, d'expliquer qu'est-ce que c'est que ce théorème, qu'est-ce qu'il veut dire. Et en fait, la mathématique ne progresse
qu'en refaisant, en réexpliquant constamment ce qu'elle a fait. Et donc la mathématique, elle, est essentiellement paraphrasable. Donc il y a vraiment, c'est pour moi, deux pôles tout à fait opposés. Alors, on connaît votre goût pour le Moyen-Âge, pour l'art des troubadours, auquel vous avez consacré une grande partie de votre œuvre. Mais c'est une poétesse que vous nous avez proposée, Christine de Pisan, qui est une figure assez unique de femme de lettres au Moyen-Âge, qui a composé au tournant des XIVe et XVe siècles et qui est peut-être davantage connue aujourd'hui pour sa Cité des Dames, une œuvre allégorique dans laquelle elle imagine une ville idéale où les petites filles seraient instruites et où les femmes pourraient gouverner. Et vous nous avez proposé son recueil « 100 ballades d'amants et de dames », composé au tout début du XVe siècle. J'insiste sur le terme « composé », car l'auteure elle-même revendique la structure de cette œuvre qui n'est pas simplement une addition de poèmes lyriques qui chanteraient l'amour malheureux d'un amant et d'une dame, mais qui construit une histoire, construit un récit, où les chiffres comptent. Il y a 100 ballades. Au départ, un homme aime une femme. Elle se refuse. Ballade numéro 10, amour intervient en faveur de l'amant. Ça fonctionne, ça marche même très bien, puisque la dame aime, cède et offre ses baisers. Et c'est le début des problèmes et le début des souffrances. Donc ce recueil est construit autour de ces chiffres qui sont très importants au Moyen-Âge, qui ont une symbolique. Et la contrainte formelle n'est pas sans rappeler le goût que vous avez pour les chiffres et la mathématique. Alors, la ballade est une forme fixe. Comment pourriez-vous nous expliquer le fait que vous ayez choisi de nous proposer des ballades et pas des sonnets, dont vous êtes très friand? Et comment expliquez-vous votre goût pour la forme fixe? Je voudrais d'abord répondre sur Christine de Pisan. Sur Christine de Pisan, il se trouve que Christine de Pisan est une personne extraordinaire et qui, s'étant trouvée veuve avec des enfants, étant obligée de les nourrir, s'est consacrée à la composition littéraire. Et donc, elle a eu une vie très difficile pour ça. Et elle est extraordinairement savante. Alors, il se trouve que là pour aujourd'hui, j'ai bénéficié d'une chance parce que jusqu'à maintenant, à part celui que vous avez cité, de Christine de Pisan, dans son œuvre, la plupart des œuvres de Christine de Pisan, et en particulier cet extraordinaire livre des 100 ballades, n'était disponible qu'en édition savante. Mais c'est pas ce qu'elle aurait voulu. Elle voulait être lue et entendue. Et donc, heureusement, là, ce qui se passe ce soir coïncide avec le fait que très récemment, quelqu'un qui est Jacqueline Cerchilini-Toulet, une personne très savante, qui a fait l'édition de Villon dans la Pléiade, qui s'est consacrée à Guillaume de Machaut, vient de publier dans une édition évidemment extrêmement accessible, puisque c'est le Poésie Poche de Gallimard, vient de publier ses 100 ballades d'amants et de dames. Et c'est une véritable merveille. Parce que l'introduction est remarquable et il y a une version... on a vraiment tout ce dont on a besoin pour se passionner pour cette œuvre de Christine de Pisan se trouve dans cette édition. Et la ballade? Voilà. La ballade, c'est une de ces formes, de l'époque médiévale qui, d'une certaine façon, est héritière, c'est une forme héritière de la grande forme qui a été celle des troubadours d'abord et ensuite des trouvères, leurs continuateurs et rivaux français. Et le temps passant,
ces formes-là, ce que les troubadours appelaient la kanzu, chanson, et les trouvères, chansons, mais enfin qui étaient poèmes avec en même temps poésie et musique, et c'est un peu cristallisé dans une forme beaucoup plus contrainte et d'une certaine façon plus simple, qui est celle de la ballade. Voilà. Merci. Alors, sur le Moyen-Âge... Si vous voulez, j'aurais pu choisir des sonnets comme exemple, mais c'est extrêmement difficile, dans le cas du sonnet, de donner des choses accessibles immédiatement et simples et compréhensibles. C'est une forme tellement énormément, qui a été tellement énormément développée depuis des siècles et qui continue à l'être aujourd'hui, que c'est très très difficile d'avoir simplement une introduction. En revanche, les 100 ballades de Christine de Pisan peuvent très bien introduire à cette forme-là. Merci. Le Moyen-Âge, chez vous, est un petit peu partout. C'est un monde qui semble vous intéresser dans l'autobiographie romanesque que vous proposez. Lorsqu'on vous essayez de définir la poésie, vous dites « commençons par le commencement ». Et c'est le Moyen-Âge et c'est les troubadours. Vous y avez consacré une partie de vos romans d'Hortense en reprenant, en vous appropriant la forme de la sextine. Vous jouez avec la figure du troubadour dans Graal Fiction, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vous vient cette appétence pour le monde médiéval ? Bien, je suis de famille provençale, n'est-ce pas ? Mon père et ma mère venaient de cette région-là. Pour moi, j'ignorais totalement qu'il y avait eu autrefois la civilisation d'Oc. Je l'ignorais totalement. Et puis, j'avais simplement constaté que mon père, quand il était devenu très âgé et qu'il ne trouvait plus ses mots, quand il les cherchait très souvent, ce qui revenait, c'était des mots provençaux. Bon. Et puis, voilà que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, en Provence, il y avait eu, au Moyen-Âge, une tradition poétique très, très, très importante, très extraordinaire. Et je me suis donc plongé là-dedans. Et j'ai été assez enthousiasmé parce que j'y trouvais une manière d'aborder la composition de poésie qui et finalement était extrêmement proche de la manière moderne dont moi j'avais conçu la chose. Donc je me suis obligé j'ai été obligé de pénétrer dans cette langue et d'étudier donc les troubadours. Merci. Nous allons évoquer maintenant Robert Desnos et ses Chantefables, un autre recueil que vous nous avez soumis. Ce recueil de poèmes est paru pour la première fois en 1944 dans la collection Pour les enfants sages de la librairie Grunt et il comporte 30 histoires de bêtes. Ces poèmes, qui peuvent être lus et chantés, ont été écrits pour déjouer la tristesse dans un contexte de guerre. Et la langue facétieuse et bravache sont celles que l'on trouve dans ces poèmes qui ont le goût de l'enfance. Robert Desnos l'avait pressenti, ce sont ces poèmes-là qu'on retiendra de lui. Dans votre autobiographie romancée, vous écrivez « On ne peut pas réduire un poème à sa forme externe. Tant qu'un poème n'entre pas dans une tête, il n'existe pas. » Peut-on dire qu'avec ces Chantefables, ces poèmes qu'une fois qu'on a lus, on retient par cœur et que les enfants apprennent encore aujourd'hui à l'école, peut-on dire que Robert Desnos a inventé une poésie qui entre dans les têtes ?
Disons, je viens d'apprendre qu'apparemment les chants de fables de Robert Desnos ne sont plus disponibles, ce qui me paraît assez... Non, c'est plus du mal à les trouver. Comment? J'ai dû les commander et ce livre n'est plus édité. Bon. Pour moi, c'est triste, c'est extrêmement triste. Disons que je me suis, c'est quelque chose qui, les chants de fables de Desnos m'ont beaucoup impressionné. Et bien entendu, toujours, l'origine de cette fascination est double. D'une part, à cause de la splendeur des poèmes, et d'autre part à cause du personnage de Robert Desnos. Robert Desnos qui est quelqu'un qui a été dans la résistance contre les nazis, qui a été déporté et qui est mort un peu de temps après avoir été libéré. Et donc, à un certain moment, je me suis mis à composer des poèmes, disons pour mes filles d'abord, pour mes neveux et nièces, puis comme ça, de temps en temps. Et c'était les poèmes de Desnos ont été pour moi un point de départ fondamental. Je ne sais pas, je les avais appris autrefois, mais en ce moment je perds la mémoire. Mais par exemple, pour faire ma barbe, se dit le blaireau, graines de rhubarbe et graines de poireau, pour faire ma barbe, je veux un blaireau. Par mes poils de barbe, s'écrie le blaireau, graines de rhubarbe, graines de poireau. Pour faire ta barbe, t'auras pas ma peau, prends donc un poireau. Voilà. Bon. Je pense que ma restitution n'est pas tout à fait exacte, mais enfin, c'est le problème de la transmission orale. Cette transmission orale est évidente dans toute la poésie médiévale. Hein. Les poèmes commencent à apparaître et ensuite ils sont entendus, puis restitués avec des erreurs ou des innovations, et ils se déplacent comme ça dans les oreilles qui les écoutent. Alors, on a le sentiment que cette chose-là n'existe plus. En fait, Desnos est un bon exemple, à mon avis, un bon exemple du fait qu'on ne devrait pas oublier complètement cela. En effet, j'ai dit, Robert Desnos a été déporté, libéré du camp où il était, et il se trouve que 2 étudiants tchèques qui ont visité le camp et ont pu parler avec lui, et c'était des étudiants qui connaissaient le surréalisme, donc qui connaissaient Desnos lui-même en tant que poète surréaliste, et donc ils ont allé lui parler. C'était juste avant qu'il meure, et ils ont recueilli ce qu'ils ont dit être le dernier poème de Robert Desnos. Alors, bien entendu, je sais qu'avoir autrefois polémiqué avec mon regretté ami Pierre Lartigue, que bien entendu, ce n'est pas le poème que Desnos avait écrit, mais c'est le poème vraisemblablement, comment dire, c'est ce que ces 2 étudiants tchèques ont retenu de ce que Desnos avait dans la tête au moment où il leur a dit, et l'ont transmis. Et ce poème-là, à mon sens, est plus beau que l'original. Et donc, c'est vraiment un exemple du fait que faire passer la poésie par la voix et l'envoyer dans les oreilles et qu'elle se déplace d'oreille à bouche de ceux qui la reçoivent est une manière qui, à mon sens, qui a encore un sens aujourd'hui. Et avec ce même goût de la facétie et des jeux de mots, vous avez vous aussi écrit des poèmes pour la jeunesse.
Vous évoquez dans votre autobiographie romancée le poème du chat, par exemple, et vous nous racontez cette anecdote de votre petite fille qui l'apprend en classe et qui a bien du mal à convaincre ses camarades que ce poème est écrit par son grand-père. Ah oui, je suis en correspondance avec elle. Disons, c'est une version moderne de Madame de Sévigné. Elle a 7-8 ans, hein, elle a 7-8 ans, mais je sais parce que sa mère m'a envoyé des photos d'elle en train de préparer une réponse à une lettre que je lui ai envoyée. Alors elle a des papiers, elle fait un brouillon, elle corrige, et enfin voilà. Et donc j'ai perdu le fil de ma pensée. Le chat et l'anecdote de Voilà. votre petite Donc, fille. un jour, comme ça arrive dans quelques classes comme ça, puisque j'ai fait pas mal de poèmes pour enfants, et il y a quelquefois ils sont communiqués aux élèves dans des classes. Donc l'institutrice de Cali lui fait lire ou réciter mon poème sur le chat. Quand on est chat, on n'est pas chien, enfin voilà. Ça. Et à ce moment-là, Cali intervient en disant « C'est mon grand-papa qui a écrit ça ». Oui, d'accord. Alors, il se trouve que le jour même, elle reçoit une de mes réponses à ses lettres, qui sont moins préparées que les siennes. Moi, je ne suis pas épistolairement aussi doué qu'elle. Et donc, toute contente, le lendemain, elle est venue et elle a fait comprendre qu'elle avait raison. Elle était très contente. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de dire un de vos poèmes écrits pour la jeunesse? Je vois que vous avez un recueil devant les yeux. C'est comme vous voulez, hein, c'est une proposition. Mais on aimerait tellement vous entendre. J'ai écrit en fait, j'ai fait plusieurs petits livres de poèmes comme ça, et il y en a un qui s'appelait Les animaux de tout le monde. C'était des animaux qui généralement sont connus des différentes personnes. D'ailleurs, et puis il y a aussi ensuite j'ai fait un autre petit livre de poésie de ce genre consacré à des animaux qui ne sont pas très connus, qui sont même très souvent connus seulement des naturalistes. Et donc, ça s'appelle les animaux de personne. Voilà, les animaux de personne. Et alors, je l'ai fait parce que ces malheureux animaux, évidemment, eux les animaux connus, ils ont des tas d'admirateurs, des gens qui parlent de eux, on leur raconte leur histoire, tandis que ceux-là, ces animaux de personne, personne ne parle d'eux. Alors, voilà. Alors, je vous en lis un. Alors. Le Nyctipithèque d'Uruculi. Les orangers bougent dans l'orangerie, les pastèques coulent dans le vent coulis, près du Nyctipithèque d'Uruculi. Le ramier roucoule comme le courlis dans la discothèque, le nid, le tapis du Nyctipithèque d'Uruculi. Le Rio Paraguay s'écoule et s'enfuit, se roule en boule dans les éboulis, le Nyctipithèque d'Uruculi. Il a peur du rouge, du feu, des bougies. Quand les mouches le touchent, il pousse des cris. Le Nyctipithèque d'Uruculi, pour lui, point de foule, de boule, de roulis, le pec ou la bec, il reste au pays, le Nyctipithèque d'Uruculi. Tous ces animaux existent. Hein. Et alors, ces animaux de personnes ont attiré l'œil d'un musicien nommé Philippe Baudin, qui m'a récemment envoyé un message en me disant voilà que j'ai obtenu un gros contrat et je leur ai proposé de mettre en musique 9 de vos animaux de personnes.
Et bien entendu, je compte les faire, je vais faire la musique et je compte les faire chanter par des chanteurs finlandais. Ça paraît tout à fait naturel. Donc, nous sommes rencontrés, nous avons beaucoup sympathisé. Je trouvais ça très intéressant comme projet. Voilà. Et en particulier, il y a quel est le... Oh là là, je n'arrive pas à retrouver celui pour lequel il veut faire un tango. Hein? Voilà, c'est le mouton à grosses fesses, qui est un animal assez peu connu, et parce que ces animaux de personnes, pour les soutenir, quand j'ai publié le livre, chacun d'eux, je l'avais dédié à quelqu'un. Et j'avais dédié le mouton à grosses fesses à mon ami Claude Reyes-Journoux. Et donc, Philippe Baudin a l'intention de faire un tango avec le mouton à grosses fesses. Je pense que ce sera très bien, surtout chanté par des Finlandais, bien entendu. Voilà. Merci. Alors, un nouveau titre de votre bibliothèque idéale. Cette fois, nous nous éloignons et nous allons vers le Japon. Qui semble vous offrir un ailleurs poétique assez inspirant, tant du point de vue de la forme que du point de vue de l'esthétique qu'il propose. Vous avez traduit, adapté et je dirais presque adopté des formes poétiques japonaises comme le tanka. Et vous vous êtes inventé une forme plus personnelle du haïku que vous avez nommé le trident. Et pourtant, ce n'est pas un recueil de poèmes que vous nous avez confié, mais un recueil de nouvelles. Elles sont publiées par Kafu Nagai, qui a vécu au début du XXe siècle. C'est publié dans les années 1920. Le titre du recueil, à lui seul, nous dit cette esthétique du Japon pour le temps qui passe, les saisons, l'attention portée à la nature, interminablement la pluie. D'expérience, oui. Alors, il est composé de 3 nouvelles qui ont pour cadre le Tokyo des années 1910-1920. Donc c'est le Tokyo de l'ère Meiji qui s'ouvre au monde, qui se modernise, qui s'occidentalise aux grandes dames d'un des personnages qui est récurrent dans le recueil et qui est la figure d'un lettré. Et ce lettré regrette infiniment l'époque d'Edo, l'époque du Tokyo d'avant, l'époque du Japon d'avant, dans lequel le raffinement ne se perdait pas, dans lequel les lieux de plaisir étaient riches, où les geishas avaient du goût, parce que visiblement, elles le perdent en s'occidentalisant. Et donc, ce lettré va progressivement, et notamment dans la dernière nouvelle qui donne son titre au recueil, s'isoler, s'enfermer dans une bibliothèque et se réciter des poèmes. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette poésie japonaise et de l'intérêt qu'elle semble susciter chez vous, notamment du point de vue, j'y reviens encore, mais de la forme fixe et cette fois de cette forme courte qu'est la poésie japonaise? Alors, il se trouve que à un certain moment, je suis devenu mathématicien et j'ai eu un maître qui avait enseigné au Japon. Et qui, quand il était au Japon, avait appris à jouer un jeu extraordinaire qui était le jeu de Go. Bon. Et d'ailleurs, pour devenir son élève, on m'avait prévenu quand lui ai eu la timidité, enfin l'audace dans la timidité de demander au professeur Chevalet s'il pouvait me donner un travail mathématique de recherche. Voilà. Et on m'a dit, attention, il va te donner rendez-vous, tu viendras, et sur le bureau, tu verras, il y a une partie de ce jeu bizarre, le jeu de Go. Bon. Si tu demandes ce que c'est, tu es fichu. Voilà, parce qu'il voudra, pour être son élève en mathématiques, il faudra absolument que tu apprennes le Go. Voilà.
Donc, je me suis intéressé au Go. Et donc, j'ai appris à jouer avec le professeur Chevalet. Et puis, je me suis mis au travail aussi en mathématiques. Si, bah, quand même. Hein, voilà, il n'y avait pas que le Go. Hein, bon. Et avec beaucoup de manière très sympathique, c'était un homme très généreux. Le professeur Chevalet m'a donné des exemplaires d'une revue publiée en anglais par l'association japonaise de Go, la Nihon Ki-in. Bon, et alors, j'ai commencé à regarder ça. Bien sûr, c'était très intéressant pour progresser du point de vue technique, mais surtout que très fréquemment, pour illustrer un point de stratégie ou de tactique, ils avaient recours, ils citaient un poème. Et ils citaient un poème, généralement un poème de la poésie médiévale ancienne, médiévale japonaise. Alors évidemment, ça m'a quand même assez intéressé, et donc je me suis plongé dans la poésie médiévale japonaise ancienne. Alors, je ne l'ai pas traduit, je ne parle pas japonais. Hein. J'ai utilisé des traductions existantes dans les langues que je maîtrise. Et surtout, j'ai eu la précaution de demander vérification pour mes adaptations à deux professeurs de japonais, celui qui dirigeait à l'époque l'Institut des langues orientales, le professeur Siffer, et également un autre professeur qui était à la Sorbonne, le professeur Origas. Donc comme ça, j'étais sûr de ne pas faire de contresens sur le sens de cette poésie. Et donc, voilà, je me suis mis à faire un peu de poésie japonaise. Enfin, j'ai donc rassemblé comme ça des poèmes de poésie japonaise. Et puis, il y a eu un certain moment où j'ai fait une constatation étrange. Voilà. Un jour, j'ai été invité à faire un enseignement d'un semestre aux États-Unis. Et bon, il se trouve que il y a un problème des universités françaises qui invitent les professeurs étrangers. C'est qu'à la différence des universités des États-Unis, quand ils invitent un étranger, ils lui trouvent un logement. Bon, pour trouver un logement pour un universitaire étranger à Paris, c'est pas facile. Les universités qui sont pas riches n'ont pas beaucoup, n'y arrivent pas. Donc, on faisait un échange. Donc voilà. Donc, on m'a envoyé un professeur japonais qui venait, lui, venir pour ce semestre. Il venait à Paris. Bon, alors je le reçois et on se met à discuter. Et je lui demande par politesse il était très content quand il a vu que mon appartement était extrêmement petit. Il avait très peur qu'on le lance dans un énorme appartement d'au moins 30 mètres carrés, chose horrible. Bon, il en avait très peur. Comme ça, il était content, hein, parce que voilà, il était content. Et donc, par politesse, j'ai demandé pourquoi il venait travailler à Paris. Il m'a dit qu'il voulait travailler sur Marro et Vito Cantuccian. Bon. Alors, je n'ai pas très bien enregistré sur l'époque, mais ça m'est resté dans l'oreille jusqu'à ce que je découvre que Marro, c'était Malraux, et Vito Cantuccian, c'était Wittgenstein. Bon, je n'ai pas éclairci les rapports qu'il voulait établir entre Malraux et Wittgenstein, ce n'est pas le problème. Le problème que j'ai vu apparaître quand j'ai repensé à cette histoire-là, c'est qu'en fait, Marro, c'est long. Malraux, ça fait que 2 syllabes, et Marro, ça en fait 3. Et Wittgenstein, c'est 3 syllabes, et Vito Cantuccian, c'est 5. Donc, en fait, on dit que le haïku, c'est court, mais c'est très long. Donc, j'ai décidé, de faire une forme poétique qui serait vraiment courte. Voilà. Alors, donc, j'ai inventé une forme que j'ai appelée le trident. Voilà. Voilà. Et j'ai écrit quelques milliers de tridents. Voilà. En fait, mon ambition était d'écrire 10 000 tridents, parce qu'il y a un poète japonais, Umeisha, un des grands maîtres du haïku,
qui avait l'intention, je ne sais pas s'il l'a fait ou si c'était seulement son intention, ou si on a seulement conservé ça, il voulait en faire 10 000. Parce qu'un grand livre de la poésie japonaise ancienne, très noble, le Manyoshu, c'est un livre de 10 000 poèmes, 10 000 feuilles de poèmes. Et donc, Isha aurait fait ou aurait eu l'intention de faire 10 000 poèmes, mais en fait, on n'a conservé de lui que 6 000 et quelques. Hein. Bon, c'est pas beaucoup. Et moi j'aurais aimé en faire autant que Isha, mais je ne suis pas arrivé. J'ai à peine dépassé les 4 000. Bon. Merci. Alors, dans cette figure de l'homme de lettres qui s'isole et qui se récite des poèmes, on vous a un petit peu vu, dans la mesure où dans peut-être ou la nuit de dimanche, lorsque vous parlez de vous, vous dites, je cite, vous évoquez ces sonnets que vous connaissez par cœur et que vous recopiez dans un carnet, le carnet des sonnets, et vous dites, je me les murmure intérieurement, si seul à la maison, je les déclame. Et donc, on vous imagine, seul chez vous, déclamant ces poèmes, à peu près de la même manière que le personnage qui est présent dans la dernière de ces nouvelles. Et dans la mesure où vous qualifiez votre autobiographie de romanesque, on pourrait aussi dire que les nouvelles de Kafou sont un petit peu autobiographiques. Il y met beaucoup de lui-même. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette figure du lettré retiré du monde, et est-ce que la poésie est une source de consolation ? Non, pas vraiment, mais en fait, j'ai choisi Kafou parce que c'est quand même assez intéressant de voir que la manière dont Kafou s'est comporté bon, il y a deux choses qui m'ont attiré vers Kafou. D'une part, son livre le plus connu, qui a été autrefois, je ne sais pas s'il est encore disponible, je commence à me méfier, il était dans une collection prestigieuse, la collection de UNESCO d'œuvres représentatives qui s'appelle la Sumida. Donc son livre le plus connu, c'est la Sumida. La Sumida, c'est le fleuve qui passe à Tokyo. Et moi, j'ai beaucoup marché le long de la Sumida quand j'ai fait des voyages à Tokyo. Et évidemment, toujours accompagné du livre de Kafou, parce que évidemment, c'est plus la même Sumida que du temps de Kafou. Bon. Mais Kafou m'a intéressé par quelque chose qui, précisément, dans le long commentaire que l'édition de Interminablement la pluie est faite par le traducteur, explique la position de retrait de Kafou. En effet, il y a eu, dans les années 1900 je crois que c'est vers 1910, bon, peu importe pour la date exacte, il y a eu quelque chose qui, d'une certaine manière, ressemble un peu à l'affaire Dreyfus, dans la mesure où il y avait un mouvement socialiste qui existait, qui s'était lancé au Japon, et ils ont été massacrés. Ils ont été massacrés et il n'y a eu aucune réaction des lettrés japonais. Et Kafou a décidé à ce moment-là de se retirer. Et il n'a plus voulu, à la suite de ça, il n'a plus voulu participer à ce monde. Et il est pratiquement, il faut bien le remarquer, les écrivains et intellectuels japonais n'ont pas été très brillants par rapport à tout ce qu'a fait l'impérialisme japonais, et Kafou a été absolument parfait. À la fin de la guerre, après les terribles moments que le Japon a vécu en 1945, il a écrit quelques nouvelles magnifiques sur, je me souviens d'une où il raconte le simple parcours de deux japonaises qui vont dans la campagne pour essayer de retrouver de la nourriture. Et c'est vraiment absolument magnifique. Et c'est donc cet intérêt pour Kafou, pour moi, je trouve une sorte d'analogie avec Robert Desnos, par exemple.
Alors là, on va changer de continent. On va aller en Amérique latine avec Ishi. Mais avant de parler un peu non, c'est pas l'Amérique latine, Ishi. L'Amérique du Nord, oui, pardon, c'est la excusez-moi. Californie. C'est la Californie. J'ai eu un moment de ça commence bien. Oui, je voulais revenir un petit peu quand même sur cette bibliothèque idéale que vous nous avez proposée. Ce qui apparaît vraiment, c'est cet esprit curieux que vous avez. Vraiment, cet esprit curieux des voix. Et du coup, Ishi, je tiens à dire aussi qu'il est épuisé. Voilà. Paraît en 1961, traduit en français en 63, quelques années plus tard. Donc Ishi, sous-titre Le Testament. Alors il y a plusieurs sous-titres selon les traductions. Testament du dernier Indien sauvage de l'Amérique du Nord. Écrit par Theodora Gruber, la femme de l'anthropologue, d'accord. Donc ce testament est écrit bien longtemps après la mort de son mari. Donc il s'agit d'un testament, très rarement Ishi prend la parole. Alors Ishi, il entre dans la civilisation blanche en 1911. C'est le seul survivant d'une tribu indienne dénommée Yana qui a été exterminée. C'est le dernier donc à parler la langue de cette tribu et à maîtriser, on va dire, des arts, de techniques de fabrication qui datent de l'âge de fer. Il est recueilli donc par le Muséum d'anthropologie de l'Université de Californie, par l'anthropologue Alfred Louis Gruber, où il s'efforce là de transmettre tout son savoir-faire, cette culture disparue, ou en tout cas sur le point de disparaître. Ce qui donne à Ishi dans ce livre le statut quand même d'une archive vivante, où l'on essaie de reconstruire, tant bien que mal, avec les outils que l'on a, son histoire, une micro-histoire justement de la disparition des Indiens de Californie, et l'histoire d'Ishi. Alors Ishi, ce n'est pas son vrai nom, son vrai prénom, ça signifie homme, parce que dans la être humain, dans sa culture, on ne donnait pas son prénom comme ça à des étrangers. Alors la question de ce livre. Il y a plein de questions qui quand on lit ça, c'est pas facile. La première partie, c'est vraiment sur l'histoire d'un génocide, vraiment. Ah, absolument, oui. Pas caché du tout. Dans les années 1860 et 1870, les Blancs de Californie ont décidé d'exterminer les Indiens qui se trouvaient là. Ça, c'est clair. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet. Ils ont résisté très très violemment. Ils ont résisté très violemment. Oui. Ah oui. Jusqu'à ce qu'ils soient abattus. Ouais, voilà. Donc quand on lit ce livre, il y a quand même la question de la mémoire, du silence, de la nécessité de recueillir la langue d'Ishi, qui est en fin de compte le seul dépositaire, le dernier locuteur. Et à l'instar de Gruber, je dirais presque, vous avez entrepris aussi une anthologie, Partition rouge, avec Florence Delay, tout à fait, qui est donc une anthologie de poèmes et chants des Indiens d'Amérique du Nord. Recueil de voix, d'une multitude de voix de différentes tribus. Alors je voudrais, pour commencer, que vous nous parliez justement de la genèse de ce projet, s'il vous plaît. Je voudrais revenir sur Ishi. Il y a quelque chose de très important. Très important, c'est que Ishi, donc, c'est le nom que Gruber, qui a réussi à communiquer avec lui, finissant par découvrir quelle langue il parlait parmi les différentes langues des Indiens de Californie du Sud. Et donc, Ishi, il faut dire, il s'était rendu à un shérif parce qu'il avait passé les 4 années tout seul
sa femme et sa mère étant mortes, et il était tout seul. Et il a survécu tout seul pendant 4 ans, et puis il n'en pouvait plus, donc il est allé se rendre. Bon. Et donc, il a été sauvé par les Kreber, qui l'ont amené dans le musée, où il est devenu un spécialiste. Il leur expliquait comment on fait du feu, il leur expliquait comment... Il a eu un statut, ils lui ont donné un statut, comment on fait des flèches, comment on fait du feu, enfin, il était absolument formidable. Mais il n'a pas voulu leur dire son nom. Parce que son nom, on ne le dit pas. Et ça, on voit ça dans le monde entier. On voit cette idée-là, que si on possède le nom de quelqu'un, on a prise sur lui. Et donc, Ishi n'a jamais donné son nom. Et Kreber a eu l'idée de génie de l'appeler du nom dans sa langue qui désignait un être humain. Voilà. Et ça, bien entendu, ça m'a immédiatement fait penser à Primo Levi. Donc, le parenthèse est évident, la parenté est évidente. Alors, pour ce qui est des Indiens, évidemment, la lecture d'Ishi m'a assez bouleversé. Et Florence et moi, on s'est dit, il faudrait voir, parce qu'il y a une chose qui manque dans le livre de Theodora Kreber, qui est magnifique, hein, un très beau livre, qui est qu'elle dit à plusieurs reprises qu'il récitait des poèmes dans sa langue, mais elle ne les a pas notés. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et donc, on a entrepris, donc on a décidé de s'intéresser précisément à ces contes et poèmes et récits des Indiens voilà, des Indiens à la fin encore de la fin du XIXe siècle. Et on a eu la chance de découvrir qu'il y a quelqu'un nommé Francis Densmore s'était emparé des premiers enregistrements, des premières manières d'enregistrer la musique et les paroles. Donc, et elle est allée parcourir les différentes tribus, ce qui restait des différentes tribus indiennes, et enregistrer leurs histoires, leurs poèmes, leurs histoires. Et c'est un phénomène, c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire qui a été republié donc par le Smithsonian Institute dans les années 1960, et nous étions procurés l'ensemble de ces volumes de Francis Densmore. Et c'est à partir de ça que nous avons construit cette petite construction de poésie et récits des Indiens, notamment le grand chant des Navarros. Voilà, enfin, des choses absolument superbes. Vous voulez nous lire quelque chose? J'ai le livre. Qu'est-ce que je pourrais... Oui. Pendant que vous cherchez, je vais expliquer brièvement le livre Partition rouge. Donc, c'est un ouvrage qui est composé de 4 parties: naissance au pluriel, nom au pluriel, métamorphose pluriel et médecine aussi pluriel. 4 étant un chiffre clé cosmologique dans la culture indienne. Et dans chacune de ces parties, en fin de compte, il va y avoir des chants, des récits issus des diverses tribus. Bon, alors je reviens un peu en arrière parce que j'avais oublié qu'en fait, une des choses qui nous a lancé dans cette entreprise, je ne l'avais pas bien expliqué précédemment, c'est que nous avons un poète des États-Unis nommé Jerome Rothenberg, ayant passé 1 an dans un peuple indien, le peuple des Sénécas, étant venu à Paris,
a fait une présentation et une performance de poésie dans l'appartement de Florence. Et ça nous a énormément impressionné. Par exemple, parce que il y avait quelque chose comme... c'est très simple d'ailleurs, les paroles étaient assez simples. What I need is a good 5-cent cigar. Et il tapait sur une calebasse. Bon, ça a beaucoup impressionné toutes les populations qui ont écouté, dans les quelques 15-20 personnes qui sont venues écouter dans l'appartement de Florence. Et donc, on s'est dit, ça c'est vraiment curieux. Et donc, on s'est lancé dans la recherche de ces chants et poèmes, et c'est à cette occasion-là qu'on est tombé sur Francis Dinsmore, voilà, grâce à Jerome Rothenberg. Bon, ça, c'est peut-être épuisé aussi, mais je sais que le grand livre que Jerome Rothenberg a fait où il rassemblait tout ça, Shaking the Pumpkin, où il a été traduit par Yves Dimano et publié chez Flammarion. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Peut-être. Vous avez parlé de performance. Vous me tendez la perche. Parce que là, vous avez effectivement... parce qu'il s'agit de partition. La question de la partition, ce n'est pas anodin sous votre plume. Vous venez régulièrement sous le terme de partition, d'ailleurs, on peut filer la métaphore, puisque vous dites compositeur, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme de partition, s'il vous plaît? Bon, parlons de poésie, hein. Un poème, il se présente, comment il se présente? Il se présente très souvent sous forme d'un texte dans un livre, hein. Bon, c'est une forme écrite. Mais on peut également l'entendre au cours d'une lecture. On peut aussi l'apprendre et l'entendre dans sa tête. Toutes ces manières de faire exister un poème représente ce que moi j'appelle la partition, hein. Il y a en fait des états nécessaires pour chaque poème. Et moi je pense que la plupart que tous ces états sont utiles pour la compréhension d'un poème. C'est-à-dire un état écrit, un état oral, avec oral O-R-A-L, mais oral A-U-R-A-L, c'est-à-dire à l'oreille, c'est-à-dire le dire, l'entendre, voilà, et tout ça est dans sa tête. Et ces états-là, tous ces différents états, sont des choses qui permettent, à mon avis, de saisir un poème. Et je pense qu'un poème n'est vraiment saisissable que si on tient compte de ces 4 états. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec une tendance qui a été assez répandue, qui est celle de ce qu'on appelle la poésie orale. Hein. La poésie orale parce que, disons, le fait de... comment dire le fait d'avoir des oreilles n'oblige pas à nous crever les yeux. C'est clair, hein, voilà. Il y a des passages savoureux dans votre autobiographie romanesque. Vous pouvez nous lire un passage sur la performance, alors sur la mort de la poésie, hein. Ce serait intéressant de lire sur la mort de la poésie. De là à, peut-être, si c'est pas trop long, la fin. Si c'est pas trop... Je dois lire quoi? À partir de là. À partir de là, jusque-là. Et je m'arrête à performance. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu écrire, moi? Ah là 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 là. À la place du slogan « Mort de la poésie », on trouve maintenant un autre slogan « Non, la poésie n'est pas morte, la poésie est ailleurs que dans les poèmes tels que je les ai décrits et tels qu'ils continuent à être composés. » Cet ailleurs est très variable. Pour un ancien président du Conseil français, c'est l'Europe. Pour d'autres, c'est le coucher du soleil.
On propose aussi de manière plus affirmée la chanson, le rock, etc. Des versions plus élaborées, plus nettement dirigées contre la persistance de la forme poésie telle que je l'ai décrite ont été mises en avant dans les pages dites culturelles des journaux, par exemple le rap. Et très récemment aussi le slam, dont les praticiens français revendiquent leur désir d'apparaître comme les vrais poètes du XXIe siècle. Enfin, il y a ce qu'on appelle la poésie de performance. Développée en France et ailleurs depuis les années 50, elle trouve aujourd'hui un écho dans la presse qu'il avait ignoré pendant un demi-siècle. Cette soudaine faveur entre dans la même stratégie d'effacement de la poésie. Sous le nom de poésie de performance, on rencontre un peu de tout, de la musique, de la déclamation, du théâtre, de la gymnastique, du cri primal. Et tout cela s'accompagne d'un mépris de l'écrit. C'est ce que je disais sous une forme un peu condensée il n'y a pas longtemps. Là. Cela se comprend si on met sur une page ce qui se présente dans ce genre de poésie. Quand cela contient des mots d'une langue, on est en présence d'un texte d'une médiocrité absolue et lire cela engendre un ennui mortel. Moi, je n'ai rien contre ces pratiques qui, dans quelques bons cas, donnent naissance à du spectacle de qualité. Mais pourquoi donner à cela le nom de poésie et pas un autre, performance tout court, par exemple ? La raison, il me semble, est simple. Bénéficier de l'aura qui reste associée au mot poésie, ce que j'ai nommé son effet fantôme. En effet, fantôme, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, mais il est dû à un excellent poète nommé Yannick Liron. Je ne suis pas poète, il est possible que ce que j'ai nommé poésie disparaisse, sauf chez quelques attardés, absorbés par la prose et remplacés par la performance. Bon, voilà. Merci. On va bientôt finir cette rencontre avec un dernier livre. Alors, 80 fleurs de Zukowski. Alors, ce recueil, donc poète américain, propose ici, dans l'espace de ce livre, de présenter 80 fleurs qu'il a réellement vues à travers des voyages ou tout simplement dans son jardin, et sur lesquels il va greffer également des souvenirs, des lectures, donnant une consistance à la présence immédiate des choses vues, une épaisseur très particulière. Et à cela s'ajoute alors un souci du langage très particulier, effectivement, puisqu'il y a un dispositif formel. Alors là, j'ai compris pourquoi ça vous avait plu. Une métrique extrêmement rigoureuse et qui est de l'ordre de 5 mots par vers. Pas simple, hein. Une contrainte assez intéressante, mais un espace de liberté. Une syntaxe totalement déréglée. Vous avez une proposition de poème dans la fiche, un sens totalement brouillé, créant des compositions de mots, avec des tirets. Et alors, quand même, quand on parle de poésie, je pense qu'il faut d'abord quand même parler de sens. Le sens. Le sens en poésie. Je sais que c'est quelque chose, justement, vous n'avez pas voulu devenir enseignant pour ne pas, justement, expliquer le sens des choses. Mais en poésie, je pense que c'est quand même quelque chose d'important de venir s'intéresser, de se questionner sur le sens et obligatoirement sur le lecteur. Et d'ailleurs, vous vous intéressez au lecteur. Alors, parce que dans ce poème, la question du sens, on est malmené en tant que lecteur quand même. Il y a une dérobade heureuse, mais quand même. Donc, il faut s'attacher. Et j'ai trouvé, vous avez quand on vous lit, tout paraît simple, la poésie paraît simple. Et surtout, c'est que si on ne comprend pas, est-ce si grave? Ou en tout cas, vous nous rassurez. Vous avez un passage, je peux me permettre d'abuser ou pas? C'est pas abusé. Vous pouvez nous lire encore un passage de votre autobiographie romanesque, et après, on parlera du sens. Il faut que je retrouve juste... Oh,
c'est une banalité. Vous voyez où c'est ? Sur le lecteur. Alors, vas-y, je l'avais noté. C'est une banalité de dire qu'il y a toujours des différences dans la manière de recevoir et interpréter un énoncé quelconque de langue d'une tête à l'autre. Mais dans les manières de dire autres que la poésie, le sens doit être considéré comme public, idéalement transmissible. Ce qui n'est pas transmissible ne fait pas partie du sens. Dans le cas de la poésie, c'est exactement le contraire. Moi, je rajoute quelque chose, je me permets de rajouter quelque chose dans votre livre, et je dis, je serais tentée de rajouter à vos propos, nous voilà rassurés. Ce qui veut dire, et vous rajoutez entre parenthèses, ce qui ne veut pas dire que les poèmes ne contiennent pas un sens transmissible. S'il est là, il est là en plus. Alors, à partir de là, la question qu'on se pose, enfin qu'on peut se poser en tant que lecteur, de poésie, déjà, est-ce que tout le monde, honnêtement, est-ce que tout le monde est en mesure, peut lire de la poésie ? Oui. Peut-être un lecteur de poésie. Oui. Et quel est le lecteur idéal de poésie ? Je l'avais dit. Et dernière question, ce serait sur le choix de votre... Comment ? Oui, vous pouvez peut-être parler de ce recueil ? Alors, c'est pas le texte de Żułkowski, hein. Ça, c'est le texte remarquablement traduit par Abigail Lang. Alors, la traduction est, pour le coup, récente, elle date de 2018. Oui, bien sûr. Le problème, non, elle date d'un peu plus que ça. Le problème, c'est que le grand poète des États-Unis, Louis Żułkowski, a eu le malheur d'avoir un fils qui ne voulait pas qu'on lise l'œuvre de son père, en fait. Parce qu'il faisait des difficultés invraisemblables et Abigail Lang a dû attendre très longtemps avant de pouvoir publier ça. Donc, Belle de nuit. Nictagina, c'est voyant l'heure, une herbe amère, corps aux roses, miroir des temps, averse soleil, mouron, mauvaise herbe et funkia, feuilles, plantain, hôtesses aux fleurs, unique clochette, compagne, chacune s'appelle nom. Anna, Alice, Gala, escalier, attique, soirée, jour intemporel, soleil, belle de nuit. Bon. Et donc, ma dernière... Quelle est la question? Ah ben non, mais vous avez répondu par rapport au sens. Là, voilà. Et puis, voilà. C'est... S'il est là, il est là en plus. C'est le dernier... je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est Alice Toklas qui le raconte. Alice vient le voir... Gertrude qui va être opérée, elle n'a pas survécu à l'opération, et lui dit What is the answer? Dit Gertrude. Et pas de réponse. Then what is the question? Bon. Donc, en dernière question, on aurait voulu revenir sur ce que vous appelez le choix de votre langue. Vous expliquez que vous avez choisi de consacrer votre vie à la poésie et vous écrivez un très beau passage. Alors là, je vais peut-être réussir à vous faire lire et à trouver la bonne page. Justement sur cette entreprise, ce choix de langage poétique, père et fils, le début. Jusqu'où? Jusqu'à... Bon. Père et fils est le titre d'un roman d'Ivan Tourgueniev que l'auteur de ces lignes, c'est moi, a lu, comme d'autres romans de cet auteur en traduction anglaise, ainsi qu'il décida, c'est moi, il est question de moi là, à 18 ans de le faire pour lire les œuvres romanesques composées en des langues qu'il ne maîtrisait pas. Lire en traduction anglaise, ou pas suffisamment. Pourquoi ? À cet âge,
il renouvela de manière réfléchie un engagement implicite depuis l'enfance, consacrer sa vie à la poésie en devenant un poète reconnu si possible comme tel. La poésie ayant son lieu dans la langue principale de ses poèmes étant le français, il jugea, et je le dis en son nom, ce qui, quand on y songe, est assez outrecuidant de ma part, puisque je vous parle à la passe de quelqu'un qui a bel et bien disparu depuis à peu près 70 ans, il jugea qu'il lui fallait protéger son bien, la langue qui n'était vraiment la sienne que par la poésie, la préserver du mieux possible de l'universel reportage, comme dit Mallarmé. La langue de ses lectures de prose romanesque serait l'anglais. Il ne poussa pas cependant les conséquences de sa prise de position jusqu'à l'extrême. Par exemple, lire Flaubert en traduction britannique, ou de Marcel Proust, ses Remembrance of Things Past. Je remarque d'ailleurs là, on a évincé outre-Manche le vieille traduction de Scott Moncrief, Remembrance of Things Past, mais on a fait un nouveau titre qui s'appelle In Search of Lost Time, qui me fait irrésistiblement penser à un traité d'économie politique déplorant les heures de travail perdues dans l'industrie à cause des grèves. Il lut, c'est-à-dire moi, je lus Tolstoï, Tourgueniev, Gorky, Oblomov, Gogol, Lermontov, Pouchkine, Eugène Onegin dans la traduction de Nabokov et bien d'autres, mais pas Dostoïevski à l'exception de l'idiot, car mes 2 années d'études de la langue russe aux langues zo étaient insuffisantes. Limitons-nous à l'exemple du russe. Je me suis fait comprendre, j'espère, étrange individu j'étais alors, je suis d'accord avec vous. Donc pour finir, est-ce que vous pourriez nous définir peut-être votre langue poétique, ce lieu poétique? Comment vous définiriez votre langue poétique? C'est la langue que l'on trouve dans mes poèmes. Bon, c'est du français, mais c'est un français à part particulier, le mien. Voilà. Merci.